c'est pour des sujets sérieux. Moi, c'en est pas un. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé ça Retour d'expérience. Voilà, c'est pas. Voilà, j'ai fait ça. C'était. Bon, ça m'a motivé. Juste une chose, c'est qu'en fait, il y a plusieurs manières de voyager en vélo. Hein. On peut être avec des vélos performants, le nez sur le compteur et l'œil en permanence sur le chrono et le compteur. C'est pas ma méthode. Je veux dire, je suis pas du tout un fan de vélo, contrairement à ce qu'on peut penser. Je trouve simplement que le vélo, c'est un super outil pour voyager. C'est un super outil pour voyager parce que ça impulse un rythme lent et donc c'est... Alors, en fait, la question c'est comment j'en suis arrivé à faire du vélo. Au départ, je faisais de la montagne, je faisais de la randonnée avec ma femme. Et puis un jour, elle m'a dit, non, le sac je peux plus porter, c'est trop lourd. Donc on s'est dit, on va mettre le sac sur le vélo. Et c'est comme ça que c'est parti. Et la première année, on a dit, tiens, on va faire... je sais pas si vous connaissez, il y a des chemins qui s'appellent Eurovélo. Donc on a dit, tiens, on va commencer à faire une portion de l'Eurovélo 6 qui part de Nantes et on a été jusqu'à Nevers. Ça faisait 600 km ou quelque chose comme ça. On avait l'impression que c'était vraiment un grand challenge. Bon, et puis finalement, on a fait nos 600 km tranquilles, voilà. Et puis l'année suivante, on a réitéré. On s'est dit, tiens, on va aller plus loin. Donc on est reparti de Nevers et puis on a été à Bâle. Et puis l'année suivante, on s'est dit, tiens, on va continuer. Donc on est reparti de Bâle, et puis on a été jusqu'à Passau en Allemagne. Et puis l'année suivante, on a été jusqu'à Bratislava. Voilà. Et puis après, chaque année, on prenait 10-15 jours comme ça pour faire du cyclotourisme. Donc on a fait pas mal de circuits en France et en Hollande. Et puis est venue l'heure de la retraite, et je me suis dit que j'avais toujours une passion pour les pays du Nord, la Scandinavie. Et je me suis dit, tiens, c'est bien, je vais aller le visiter en vélo. Alors au départ, le Cap Nord, c'était pas forcément un objectif. D'ailleurs, j'avais fait un petit blog que Catherine avait pu consulter quand j'étais en voyage, et je l'avais intitulé « Voyage vers le Nord ». Modestement, parce que je ne savais pas du tout jusqu'où j'allais aller. Donc je suis parti, et puis je me suis dit, j'avais quand même derrière la tête l'idée de partir... Alors, ce n'était pas tant le Cap Nord qui m'intéressait, mais c'était les îles Lofoten. Parce que les îles Lofoten, c'est vraiment un joyau vraiment de la nature. Et je me suis dit, je vais essayer d'aller aux îles Lofoten. Et puis après, une fois qu'on est aux îles Lofoten, on se dit, finalement, des îles Lofoten au Cap Nord, il doit y avoir, sortie des îles Lofoten, il y a à peu près 700 km. C'est quand même pas la mort, quand on est aux îles Lofoten. Donc, on se dit, tiens, on va aller voir le Cap Nord. Donc, j'étais voir le Cap Nord. Et puis en descendant, je me dis, la Norvège c'est fantastique, mais je ne connais pas encore la Finlande. Donc je descends par la Finlande. Donc voilà, je suis descendu par la Finlande, Laponie et tout. Et puis voilà, donc je vous montrerai l'itinéraire. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais un peu développer, c'est un peu l'intérêt de voyager en vélo. Qu'est-ce que ça présente comme intérêt, et puis de mettre un peu le doigt sur tous les points qu'il faut préparer quand on fait des voyages comme ça, parce que mine de rien, c'était le voyage de la première année de retraite, et je pense que j'ai mis à peu près 6 mois pour le préparer, parce que il faut vraiment réfléchir à toutes les hypothèses que l'on peut rencontrer pour éviter d'être coincé. Et ça passe également pour la révision des langues étrangères, parce qu'une fois qu'on a passé la frontière nord en France, après c'est que de l'anglais. Donc il faut savoir se débrouiller. Donc l'anglais, ça faisait un petit moment, donc j'ai réappris du vocabulaire. Je me suis mis un peu à la mécanique vélo parce que il fallait bien savoir. Voilà, donc toutes ces choses-là, ça demande du temps et il faut penser à aux différents points. Voilà. Donc je voudrais qu'on parle déjà de l'intérêt du voyage en vélo. L'intérêt du voyage en vélo, je l'ai un peu dit, c'est un peu comme la randonnée à pied. Moi, quand je me suis mis de la randonnée à pied ou la randonnée en vélo, finalement, j'ai retrouvé le même type d'effort, le même type de progression. Le rythme est lent, et ça permet... c'est incroyable quand on fait un voyage en voiture et quand on fait un voyage en vélo, le nombre d'informations supplémentaires que l'on a quand on fait un voyage en vélo. Parce que le rythme est lent. Quand vous suivez un fleuve, en voiture, vous avez l'autoroute, vous voyez un fleuve à côté,
Bon, peu importe, hein, vous savez que vous allez à telle ville, le fleuve. Là, vous êtes sur vos cartes en train de vous dire quel chemin je prends, etc. Donc c'est comme ça que j'ai appris, par exemple, que la Sambre, ça passait à Maubeuge et que ça se jetait dans la Meuse en Belgique, là, à Namur. Et voilà, donc en fait, on apprend un tas de choses, on apprend la géographie, on apprend, voilà. Donc moi, ça me plaît bien, ça. Ensuite, on perçoit des éléments qu'on n'a pas l'habitude de percevoir en voiture. C'est-à-dire qu'on perçoit les odeurs. On sait à quel moment le dénivelé il y a du dénivelé, la route se redresse. Ça, en général, on l'a en tête. Hein. Tout le monde dit le Danemark, c'est très plat. Ouais, c'est plat le Danemark. Sauf que quand vous êtes au centre, vous avez des côtes à 14%. Ah ouais, au Danemark? Ben oui, il y en a un qui s'appelle Vindegaard, hein, qui me semble qu'il a dû s'entraîner quelque part hein, pour gagner le Tour de France. Donc, voilà, il y a les perceptions, il y a les odeurs. L'été dernier, là, je suis parti de Tarbes et j'ai été faire, donc en vélo toujours, et j'ai été faire tout le tour de l'Irlande. Donc j'ai fait le sud de l'Angleterre, du Pays de Galles, j'ai fait le tour de l'Irlande et je suis rentré. Et je me suis dit ça, j'étais dans le Connemara et c'était vraiment... j'étais dans un temps absolument exécrable, du brouillard, il y avait de la pluie, il y avait tout. Et le Connemara, c'est une espèce de terre avec de la tourbe et puis des lacs. Et puis vous progressez comme ça et vous savez, parce que vous avez regardé la carte, vous savez qu'à un moment donné, vous arrivez à la mer. Et ce jour-là, je ne voyais rien et tout. Et puis à un moment donné, j'arrive devant une étendue d'eau. Et en fait, c'est l'odeur, parce que j'ai senti l'odeur de l'iode, et je dis, ben ça y est, je suis arrivé à la mer. En voiture, vous n'avez évidemment pas ça, hein, toutes les fenêtres sont fermées, donc vous ne sentez pas tout ça. Donc voilà, ça donne pas mal de perceptions, c'est bien. Ensuite, c'est un moyen de transport favorisant les contacts. Alors, quand vous faites des grands voyages comme ça, le nombre de questions, c'est très important, c'est toujours... Where do you come from? Where are you going? Alors là, voilà, toujours. Ben oui, vous arrivez avec votre vélo chargé à bloc là, à Oslo. On vous dit Where do you come from? From Paris. Oh! Et là, ça y est, vous avez engagé la conversation et c'est fantastique. Et alors, ces questions, c'est souvent le prélude à d'autres conversations et c'est vraiment très très agréable. Et puis, le vélo, en fait, quand vous allez dans un pays, vous savez que vous êtes quand même dans une situation assez fragile. Hein, c'est-à-dire que quand vous avez des épisodes de pluie très longs, etc., vous avez besoin des gens parce qu'à un moment donné, vous avez besoin de trouver un abri, vous avez besoin. Et donc, forcément, vous allez vers les gens et donc ça favorise vraiment les contacts. Bon, le point suivant, ben, c'est évident. Hein, je veux dire, se dire qu'on est parti de Paris et puis qu'on est parti au Cap Nord, qu'on n'a pas consommé un litre d'essence, c'est quand même pas mal, quoi. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quand même eu quelques traversées par les ferries, hein, mais bon, globalement, on n'a quand même pas consommé grand-chose. Voilà. Bon, sain pour la santé, je sais pas, ça dépend à quel rythme, mais globalement, c'est plutôt sain. Ça permet de voyager avec un budget limité si on le souhaite. Alors, si on le souhaite, parce que il y a encore une fois, il y a de multiples manières de voyager en vélo. Il y a des gens qui cherchent les records, les performances. Il y en a d'autres qui, bon, moi je suis attaché à rester un peu proche de la nature, donc j'aime bien être sous la tente, j'aime bien profiter des paysages, voir les variations de climat, etc. Ça m'intéresse. Et puis il y a des gens qui voyagent en vélo, qui ont des vélos électriques et qui vont à l'hôtel tous les soirs. Et il n'y a pas un voyage qui soit mieux que les autres. Chacun voyage comme il a envie de voyager, c'est tout. Hein, c'est pas... Voilà. Et budget restreint, parce que c'est vrai que quand vous avez la tente, ça vous coûte pas cher. Et alors en plus, quand vous êtes en Norvège et que vous êtes en vélo, toutes les traversées en bateau sont gratuites. Donc vous ne payez jamais rien. Et je m'attendais quand même, quand je suis parti dans les îles Lofoten, quand je suis parti de Bodø aux îles Lofoten, là, il y a quand même à peu près 3 heures de traversée en ferry. Je m'attendais au moins à payer quelque chose. Ben non, en vélo, on paye rien. Quand je suis arrivé au Cap Nord, sur l'aire du Cap Nord, quand vous rentrez sur l'aire du Cap Nord, normalement, chaque passager d'une voiture paye l'équivalent de 25 €.
Ben, quand vous arrivez en vélo, tout est gratuit. Donc voilà. Donc ça revient pas cher. En fait, qu'est-ce que vous avez? Ben, vous avez votre alimentation. Donc en fait, quand vous restez chez vous, c'est pareil. Et puis il y a les frais de camping. Mais les frais de camping, même en Norvège, qui est un pays réputé assez cher, entre 20 et 30 euros, vous en sortez pour la nuit, quoi. Donc ce qui est quand même pas excessif. Voilà. Et puis, dernier point important, c'est que les itinéraires proposés à travers la France et l'Europe sont de plus en plus importants, enfin, de plus en plus nombreux. Alors ça, je ne sais pas, ça dépend si vous êtes un jour intéressé à la question, mais je vous montre deux choses. Je vous montre ça. Voilà, ça c'est tiré de France Vélo Tourisme. France Vélo Tourisme, et en fait, tout ce que vous voyez là, c'est des pistes cyclables en France, ou des itinéraires vélo. Alors, les couleurs, simplement, c'est les couleurs bleues ici, c'est des portions d'itinéraires vélo européens. Ce que vous voyez en marron ici, c'est des itinéraires VTT, et les autres, ben, c'est des itinéraires vélo spécifiquement français. Voilà. Et donc, vous voyez que déjà, si vous voulez pédaler en France, il y a de quoi faire, si vous voulez tout faire. Donc, bon, moi, j'en ai fait quand même pas mal là-dedans, justement avec ma femme. Ben, c'est très bien. Et alors, ces itinéraires-là, c'est d'autant mieux que, en fait, quand vous voyagez longtemps, si vous voulez voir les choses intéressantes, en fait, il y aurait tout un travail de recherche à faire. Quels sont les lieux à voir, quels sont les monuments à voir, etc. Et suivre cet itinéraire cyclable, ça vous décharge un peu de ce travail, parce qu'en fait, ils sont conçus pour vous amener dans les endroits intéressants. Donc ça, c'est vraiment un gros confort. La deuxième chose, et je reviendrai dessus un peu plus tard, c'est que tous ces itinéraires vélo là, qui sont là, si vous voulez, vous pouvez télécharger la trace GPS. Donc vous partez, vous avez téléchargé votre trace GPS, vous n'avez besoin d'aucune carte, et donc vous savez exactement, souvent en plus c'est découpé en étapes et tout, c'est vraiment super. Voilà. Et ce que je viens de dire pour la France, eh ben, c'est la même chose pour l'Europe. Voilà. Ça, c'est les véloroutes européennes. Donc là, vous voyez, moi, quand je suis allé au Cap Nord, eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris celle qui est bleue, là. Donc ça, c'est l'Eurovélo 3, qui part de Saint-Jacques-de-Compostelle et qui va jusqu'à Trondheim, en haut, en Norvège. Donc moi, je l'ai prise à Paris, et puis bon, j'ai progressé selon cette piste cyclable. Quand je suis arrivé à Trondheim, ben, j'ai pris l'Eurovélo 1, qui m'a amené donc à Bodø. Vous voyez, ça passe sur les petites îles, là, c'est les îles Lofoten que vous voyez en haut, après le Cap Nord. Et une fois que je suis arrivé au Cap Nord, je vais descendre par la Finlande. Et bien oui, il y a un Eurovélo que vous voyez en orange ici, c'est l'Eurovélo 11, donc voilà, qui part du Cap Nord et qui va jusqu'au sud de la Grèce. Voilà, donc voilà, on fait des bouts comme ça et puis on s'arrange pour faire un itinéraire. Voilà. C'est vraiment, ces itinéraires vélos sont très bien faits. Alors, juste, c'est un itinéraire vélo, c'est pas des pistes cyclables. C'est-à-dire que dans la mesure du possible, on utilise des pistes cyclables, mais il n'y en a pas toujours, donc après c'est des petites routes. Mais la plupart du temps, c'est quand même assez protégé, hein, vous avez assez peu d'endroits dangereux, et puis encore une fois, ça vous amène sur les sites intéressants, donc c'est pas mal du tout. Voilà. Là, c'est pareil, si je veux partir du Cap Nord et que je veux aller jusqu'en Grèce, ça fait quand même un paquet de kilomètres, je crois que la plus longue c'est l'Eurovélo 1, là, qui part du Cap Nord, vous voyez. Donc ça part après sur les îles Lofoten, ça va jusqu'à Bergen, après ça reprend ici en Écosse, ça fait tout le tour de l'Irlande, c'est ce que j'ai suivi d'ailleurs cet été là. Après l'Angleterre, Pays de Galles, l'Angleterre. Après c'est en France la partie de l'Eurovélo 1, c'est la Vélodyssée, je crois que ça tout le monde connaît à peu près. Voilà. Ensuite on passe au sud de l'Espagne et après on remonte pratiquement jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Enfin, Saint-Jacques-de-Compostelle c'est ici, hein. Donc on remonte jusqu'ici. Et ça fait, je crois, 8200 km ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est fait à peu près. Et là, c'est pareil. Donc, si vous voulez suivre ces traces-là, vous allez sur le site, hop, vous téléchargez une trace GPS et c'est bon. Et vous avez votre trace GPS sur 8000 et quelques kilomètres. Donc, c'est quand même confort. Voilà, alors, voilà, ça c'est l'itinéraire que j'ai parcouru. Alors c'est un imprimé écran du blog là, que j'avais réalisé. Donc en fait je pars de Paris ici, je passe en Belgique, donc comme je vous l'ai dit, sur la Sambre d'abord, donc à Charleroi, après je vais sur Namur, Liège,
et après je pars en Allemagne, donc pour rejoindre le Rhin à Bonn. Bonn, après on fait Cologne, Düsseldorf, Duisbourg. On va jusqu'à Wesel. Wesel, à ce moment-là, le Rhin continue sa course plutôt vers l'ouest parce que le Rhin se jette sur la Hollande. Donc moi, je pars à l'est, je vais sur Münster, après Osnabrück, Brême, et j'arrive à Hambourg, Hambourg qui se trouve à peu près par ici. Et après, on traverse le Danemark, voilà, jusqu'à un ferry ici, un port qui s'appelle Frederikshavn. Donc je pars sur Göteborg. Göteborg, je fais le sud ici, le sud-ouest de la Suède. Je pars à Oslo et là, je traverse. En fait, j'ai pas été sur cette partie-là. C'est bien parce qu'il me reste quelque chose à voir pour le prochain voyage. Donc, je suis passé ici dans les zones montagneuses. En fait, on passe. Ça doit vous parler parce que ça fait. C'était les Jeux Olympiques de Lillehammer. Ouais. Voilà. Lillehammer, ça se trouve par ici à peu près. Voilà. Donc là, on est en pleine zone montagne. Donc en vélo, il faut un peu s'arracher. Voilà. Donc, et voilà, j'ai pris cet itinéraire, je suis arrivé à Trondheim. Et à Trondheim, on suit l'Atlantique Nord. Donc je suis l'Atlantique Nord jusqu'à Bodø. Bodø, c'est la partie là, juste avant le ferry. Donc ensuite, je prends le ferry, je vais aux îles Lofoten. Au-dessus des îles Lofoten, il y a les îles Vesteralen. Après, je vais sur l'île de Saint-Jacques, un peu plus à l'est. Et puis, je continue ma route jusqu'au Cap Nord. Et après, en descendant, je reviens chercher la frontière finlandaise là-bas. Et puis là, je passe en Laponie. Alors, c'est marrant parce que la Finlande, quand vous rencontrez des Finlandais, j'en ai rencontré en Norvège, je dis, qu'est-ce qu'il y a à voir dans votre pays? Alors, ils hésitent, ils disent, rien. Il n'y a rien. Il y a des forêts et des lacs, c'est tout. Eh bien oui, je vous confirme, il y a des forêts et des lacs. J'ai fait 1600 km en Finlande en vélo. C'est lac, forêt, forêt, lac, lac, forêt, forêt, lac. Les villes au niveau architecture, à part les grandes villes comme Helsinki, etc., il n'y a plus grand chose. Quand on arrive notamment à Rovaniemi, vous l'avez, c'est le rond que vous avez là au milieu. Rovaniemi, c'est la capitale du Père Noël, il paraît. Rovaniemi, ça fait pas rêver. Vous avez un centre de touristes. Alors Rovaniemi, ça a deux choses. C'est la capitale du Père Noël et c'est aussi juste à la limite du cercle polaire. Et ça fait pas rêver parce que quand vous arrivez à Rovaniemi, vous avez un centre commercial qui fête le Père Noël. Bon, donc on a envie de tout sauf de s'arrêter là-dedans. Enfin, sauf si vous voulez acheter des souvenirs de je sais pas quoi. Et la ville de Rovaniemi, en fait, c'est une ville qui est construite de manière tout à fait fonctionnelle et relativement moderne, parce que simplement, dans ces pays-là, la plupart des maisons de l'habitat étaient en bois, et donc chaque fois qu'il y a des incendies ou des guerres, tout disparaît, donc il faut reconstruire derrière. Et au Rovaniemi, c'est ce qui s'est passé. Je crois que c'est à la suite d'incendies. Donc il y a rien, il n'y a aucun patrimoine ancien, il n'y a rien. Donc voilà, c'est des villes qui font pas rêver. Donc voilà, je suis redescendu jusqu'au golfe de Botnie, ici, là. Et puis ensuite, j'ai repris un petit peu vers l'est, et puis j'ai fait toutes ces régions de lac, là au-dessus d'Helsinki. Je suis reparti sur Helsinki. Helsinki, j'ai pris le ferry jusqu'à Stockholm. Et après, je m'étais fait un itinéraire pour rejoindre Helsingør, Helsingborg, là, qui sont les deux villes de chaque côté du détroit, entre la Suède et le Danemark. Après, je suis parti à Copenhague, Rostock, je suis revenu à Hambourg, et puis après, j'ai fait toute la mer du Nord, là, et puis je suis rentré par la Hollande, et puis j'ai rejoint mon itinéraire de départ, et puis je suis revenu sur Paris, voilà. Donc, je suis parti, c'est marqué, un 17 avril, je suis rentré le 28 août. Alors, sur la durée, je n'avais absolument aucune idée, vous partez comme ça, j'en sais rien. Alors, je regardais sur Internet, je cherchais des gens qui avaient fait des voyages à peu près équivalents. Et puis j'avais trouvé notamment des Suisses qui étaient partis de Suisse et qui avaient mis 6 mois. Donc je m'étais conditionné pour partir 6 mois. En fait, 4 mois et demi, j'avais bouclé mon périple. Mais on ne sait pas du tout, quoi. Alors, la seule chose, c'est qu'effectivement, quand on part 6 mois en vélo, vous imaginez, vous avez 4 sacoches et un sac. Et vous dites, voilà, je pars 6 mois, qu'est-ce que je mets dedans? Ça procure un peu de stress quand même au départ, sachant que vous pouvez avoir moins 10 de température, vous pouvez avoir 30, vous pouvez avoir... il peut y avoir de la pluie pendant je ne sais pas combien de temps, et puis voilà, donc c'est vrai que moi chaque fois que je pars en vélo comme ça sur des longues distances, 2 ou 3 jours avant j'ai un peu le stress. Une fois que je suis parti, après ça y est, je trouve le rythme et c'est bon, quoi. Et, voilà, il faut rentrer dans le jeu, voilà,
c'est comme ça. Voilà. Et donc oui, là, le kilomètre parcouru, c'était 9720 km. Voilà, ça faisait... bon, ce qui... Peu importe hein, que ça fasse plus ou moins. Voilà. Donc, ouais, alors je voudrais parler un petit peu de l'organisation préalable parce que quand même ça m'a pris presque 6 mois pour organiser ça. Alors ça m'a pris 6 mois sur le premier voyage. Après le deuxième voyage en Irlande, ça a été plus rapide parce que j'avais de l'expérience du premier. Mais en fait, pour la préparation, c'est simple, il faut se dire qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver dans le voyage. Et s'il m'arrive quelque chose, il faut que je sois en mesure de pallier le problème que je rencontre à un moment donné. Donc, il faut regarder. Alors, ça, c'est le point essentiel, c'est travailler la trace GPS. C'est-à-dire que vous partez sur un voyage de 10 000 km, vous partez avec une trace GPS de 10 000 km. Parce que, alors pourquoi, vous allez me dire, certains vont me dire, bah oui, mais il y a des cartes. Alors, je vous explique le problème. Moi, j'arrive avec mon petit vélo. J'arrive dans la banlieue de Stockholm ou Oslo ou même les grandes villes allemandes, Bonn, etc. Vous voyez, il y a des autoroutes partout, des voies rapides partout. C'est interdit au vélo. Donc, je fais comment, moi, pour passer? Je vais où? Et des fois, en fait, vous passez dans des chemins forestiers. Vous passez au ras de vergers, de potagers. Voilà. Et si vous n'avez pas la trace GPS, je ne vous explique pas le temps que vous allez passer à trouver un moyen de rentrer dans la ville. Donc voilà, ça c'est fondamental. Alors si vous êtes allergique au GPS et que vous dites « moi je ne connais que la carte », dites-vous bien que pour avoir le degré de précision qu'il faudrait, il faudrait des cartes au 25 millième. Je vous laisse calculer le nombre de cartes au 25 millième qu'il faudrait de Paris jusqu'au Cap Nord, aller-retour. Et là, il vous faut, alors déjà il faut le budget. Ensuite, ça prend du volume et en plus, il faut acheter la remorque pour porter les cartes. D'accord? Donc, c'est pas possible, c'est simplement pas possible. Donc, tout au GPS, voilà. Alors, pour faire la trace GPS, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben voilà, on récupère des traces ou portions de traces existantes sur le web. Alors, je peux vous montrer ça. Regardez, je vais faire ça. Il faut juste que je mette... Vous voyez, là je suis parti sur le net, là je suis sur les Eurovélos et par exemple j'ai pris l'Eurovélo 3 que j'ai suivi de Paris à Trondheim. Ben vous voyez, là, voilà, je peux télécharger ma trace GPS. Donc je télécharge ma trace GPS, après j'ai plus qu'à l'envoyer sur mon GPS et le travail est fait. Alors voilà, c'est ça hein, l'Eurovélo 3, c'est ce qu'on a vu, hein, voilà. Donc moi j'ai téléchargé cette trace. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai coupé ici. Je dis, moi, tout ce qui est en dessous de Paris, ça ne m'intéresse pas. Voilà, j'ai ma première portion de trace. Et je peux faire ça. Donc ça, c'est la première chose. Alors la seule chose, c'est que quand vous téléchargez des traces comme ça, il vaut mieux aller vérifier un peu ce qu'elles contiennent. Parce que des fois, il y a des approximations qui font que des fois la trace GPS, si elle est mal faite, tout d'un coup vous pouvez vous retrouver par ici avec la trace GPS. Là c'est gênant quand vous êtes en vélo ici. Hein. À moins de monter les flotteurs, mais non, mais des fois il y a des traces GPS qui ne sont pas exactes et donc bon, il faut simplement regarder, mais c'est pas très compliqué. Je reviens dessus. Voilà, donc ensuite, vous pouvez concevoir des portions d'itinéraire, c'est-à-dire que par exemple, moi j'ai suivi les Eurovélos donc pour monter au Cap Nord, je suis pour descendre en Finlande, mais en Suède, je voulais pas suivre un Eurovélo parce que ça me faisait des kilomètres en plus, donc effectivement, soit je passais par la côte est de la Suède, soit j'allais chercher un peu trop à l'ouest, moi je voulais faire une diagonale, donc je me suis fait un itinéraire vélo, voilà. Alors comment est-ce qu'on peut faire des itinéraires vélo? On peut utiliser un tas d'applications. J'en ai cité quelques-unes, là, Open Route Service, GeoVélo, BikeMap. C'est ces applications que vous téléchargez sur un portable. Et en fait, alors je peux le montrer avec GeoVélo peut-être. Voilà, vous l'avez là. Donc GeoVélo, voilà, vous avez ça, si ça veut bien s'ouvrir, voilà. Il y a un peu de... Ça a du mal à charger
Ah, voilà. Là, vous voyez, GeoVélo, donc ça couvre la Terre entière. Et ce que vous voyez en vert, en fait, ici, c'est toutes les pistes cyclables, là, tout ça. Oui, non, mais quand vous allez en Hollande, en Allemagne et tout, il y a des pistes cyclables partout, donc elles sont répertoriées. Alors, regardez, je grossis un peu. Je mets ça. Et là, vous commencez à voir les densités de pistes cyclables. Vous voyez, en France, il y en a quelques-unes. Regardez, en Hollande, Belgique et tout, il y en a partout. Alors en fait, sur GeoVélo, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, je veux aller d'un point à un autre. Vous validez et il vous sort un itinéraire vélo. Tant qu'à faire, par les pistes cyclables, par les itinéraires vélo. Et après, cet itinéraire, vous pouvez l'exporter et hop, vous venez le coller à vos itinéraires précédents. Alors en fait, donc, vous pouvez récupérer un tas de traces, vous pouvez faire vos traces. Après, le seul problème, c'est effectivement de couper certaines parties, de coller avec les autres traces. Ça, c'est un peu plus technique, mais il y a des outils pour ça. Il y a des outils pour ça. Voilà. Alors moi, personnellement, j'utilise parce que j'ai pas envie d'investir dans tous ces logiciels. J'utilise un logiciel qui est gratuit, qui s'appelle Basecamp, qui est de Garmin, qui est pas très convivial, mais bon, qui fait le boulot. Donc voilà. Après, il faut s'entraîner un peu, quoi, parce que c'est pas forcément évident à faire le premier coup. Mais voilà. Et donc, ça prend, quand vous partez sur un voyage de 10 000 km, vous avez bien pour 15 jours, 3 semaines à essayer de faire vos traces, contrôler, coller, couper, voilà. Donc, mais je pense que c'est absolument indispensable, sinon vous perdez un temps infini et puis c'est compliqué, quoi. Ensuite, alors le choix du matériel, ça aussi. Alors, le matériel, déjà il ne faut pas croire ce qu'on vous annonce. Hein. Tel imperméable est absolument imperméable, parce que vous partez en Irlande, vous prenez. Moi j'ai pris en Irlande, je suis parti, je suis resté 1 mois et demi en Irlande, et j'ai eu 8 jours sans pluie. Tous les jours, pluie diluvienne. Et donc là, si vous n'avez pas choisi le bon imperméable, vous rentrez chez vous, quoi, parce que vous n'en pouvez plus, quoi. Donc il faut tester. Alors il faut tout regarder, quoi. Quel est le degré d'imperméabilité. Mais pour tout, il faut tester tout le matériel. Alors ceci étant, le choix du matériel dépend évidemment du budget. Alors du budget, c'est-à-dire que effectivement, si vous envisagez de faire un voyage en vélo en vous arrêtant dans des gîtes ou des hôtels tous les soirs, déjà vous n'avez pas besoin de tente et puis et pas de matériel de cuisine, vous n'avez besoin de rien, vous allez au resto et puis voilà, donc au moins vous avez un vélo léger, ce qui n'était pas mon cas quand même en l'occurrence. Donc ça dépend du budget. Et même quand vous partez sous la tente, par exemple, il y a des réflexes à apprendre parce que vous pouvez vous dire, je pars sous la tente, j'achète une tente. Oui, d'accord. Problème, vous réfléchissez, vous dites, voilà, je suis en Irlande, parce que je parle de l'Irlande parce que j'ai pris beaucoup de pluie là-bas. Et je dis, voilà, il pleut à seau, je monte ma tente. Et en général, les tentes, vous avez ce qu'on appelle la chambre, et puis après, vous avez le double toit. Mais si vous commencez par monter la chambre et qu'il pleut à seau, vous montez le double toit, mais tout est trempé à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir une tente sur laquelle on commence par monter le double toit et on accroche la chambre dessous. Ça paraît être un détail, ça, mais je vous assure que quand vous êtes sur le terrain et qu'il pleut, ça n'est plus un détail, vraiment. Voilà, et là c'est pareil, le matin il pleut, quand vous avez une tente de ce type-là, vous démontez la chambre, vous la mettez bien au sec et tout, et après vous démontez le double toit. Donc comme ça, même s'il pleut, la nuit suivante, vous n'avez pas trop d'humidité dans la tente, vous pouvez réinstaller la tente. Voilà. Bon, quand vous êtes coincé, vous allez chez l'habitant, hein, mais bon, voilà. Mais ça fait partie des choses. Ensuite, ça dépend du matériel, du type de voyage que vous souhaitez réaliser. Donc, exploit sportif ou tourisme, évidemment, ça a des incidences sur le type de vélo. Bon, aujourd'hui, globalement, pour faire du voyage, vous avez 2 types de vélos. Vous avez ce qu'on appelle les gravel, c'est la grande mode aujourd'hui, gravel. Alors, le gravel, c'est un vélo de course un peu renforcé avec des roues un peu plus larges. Ça permet d'aller vite
mais on ne peut pas y mettre beaucoup de bagages parce que c'est pas très costaud, c'est pas prévu tellement pour ça. Et puis des gens qui ont des gravels et qui ont cassé des rayons et compagnie, j'en ai vu un tas, quoi. Donc voilà. Donc bon, ça permet d'aller vite, de voyager très léger. J'ai rencontré comme ça alors parce que dans le voyage du Cap Nord, il s'était donné de faire le Cap Nord à Gibraltar en 35 jours. Donc il était avec son gravel, le nez dans le compteur, comme ça. Il arrivait dans les campings à 10h le soir, il mangeait une espèce de bouillie infâme, et moi je me levais à 6h15, il était déjà parti, lui. Bon, voilà, bon, chacun son truc. Bon, donc ça a un choix ça a une incidence sur le choix du matériel. Ensuite, le dénivelé. Alors le dénivelé, bon, évidemment, il faut prévoir quand même le développement en fonction de ça, mais il n'y a pas que ça. Moi, quand personnellement, j'ai ce qu'on appelle une randonneuse, c'est-à-dire c'est un vélo très costaud, mais qui pèse 20 kg. Hein, donc un cadre en acier, vraiment le truc bien gaillard. Mais je peux passer sur les pistes. J'ai fait je sais pas combien de kilomètres de pistes en Norvège, en Finlande et tout. J'ai rien cassé. Et en plus, un chargé, quand je pars sur des voyages comme ça, j'ai pratiquement 30 kg de bagages. Donc vous calculez, 20 plus 30, ça fait 50, vous avez un vélo chargé à 50 kg. Et donc, quand vous avez des pentes un peu raides, à 50 kg, il faut être un peu déterminé, et puis ça suffit pas. Donc en fait, c'est là qu'il faut réfléchir, par exemple, sur les pédales. Est-ce que je prends des pédales classiques ou est-ce que je prends des pédales automatiques? Alors les pédales automatiques, c'est celles où vous clippez la chaussure sur la pédale. Et l'avantage que ça a, c'est que quand vous poussez avec une jambe, vous tirez avec l'autre. Et donc avec ça, vous arrivez à faire des pentes raides. Si vous n'avez pas ce genre de pédales, vous ne pouvez pas. Et donc après, il faut se dire, oui, mais 10 000 km, si j'ai toujours les pédales automatiques, j'ai le pied et le genou, ils travaillent toujours dans le même axe. Au bout d'un moment, vous allez avoir mal. Donc, de temps en temps, il faut changer. Sauf qu'en pédale automatique, vous ne pouvez pas. Donc en fait, s'il faut prendre des pédales semi-automatiques, c'est-à-dire d'un côté, vous clippez, vous retournez la pédale et vous avez une pédale normale. Comme ça, vous pouvez changer. Et donc, vous voyez, tous ces détails-là, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir parce que sinon, vous pouvez arrêter, quoi. Au bout d'un moment, vous prenez des tendinites, puis vous arrêtez. Après, qu'est-ce qu'on doit... C'est moi ça. Qu'est-ce qu'on doit suivre comme chemin? Est-ce qu'on fait que de la route ou est-ce qu'on fait des pistes non asphaltées ou des chemins? Et des chemins, moi je me suis retrouvé donc en Norvège des fois, j'étais sur des pistes de ski de fond. Les pistes de ski de fond après le dégel, donc avec des trous partout et tout, et j'étais avec mon vélo de 50 kg là-dedans. C'était épique, quoi. Donc voilà, et bon, il faut, au niveau du choix du matériel, évidemment, ça a des incidences. Autre exemple aussi auquel il faut réfléchir, c'est que quand vous passez dans les pays du Nord, notamment en Allemagne et tout, il y a des portions uniquement en pavé. Vous savez, l'enfer des pavés là. Et donc, si moi la randonneuse elle n'est pas amortie, hein, j'ai pas d'amortisseur dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis une tige de selle avec un amortisseur parce qu'à la fin, sinon je prends un limbago et je rentre chez moi, quoi. Donc voilà, tous ces détails, il faut penser à tout ça. Alors, de l'arbitrage entre poids et confort. Non, alors, il y a des gens qui vous diront, non mais c'est pas comme ça qu'il faut raisonner parce que moins on a de poids, plus c'est confortable parce qu'on avance plus vite, etc. Ceci dit, c'est pas parce qu'ils avancent plus vite qu'ils vont échapper à 8 jours de pluie d'affilée, et donc s'ils sont pas équipés en conséquence. Alors je pense qu'il y a une vraie réflexion à faire en termes de l'arbitrage poids-confort. Je vous donne un exemple, quand vous êtes sous la tente, est-ce que vous acceptez durant 6 mois de vous asseoir par terre dans l'herbe? Au bout d'un moment, il y en a marre, quoi. Je veux dire, donc, on prend un petit siège. Un petit siège, ça pèse 600 grammes aujourd'hui. Mais là aussi, il faut regarder quel est le poids du matériel, qu'est-ce qui existe sur le marché, etc. Donc, voilà, il y a tout cet aspect-là à faire, réfléchir. Point méritant une attention particulière. Alors, c'est le matériel smartphone ou GPS et les applications utilisées pour la navigation. Alors, déjà, sur le matériel utilisé pour la trace, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous devez avoir sur votre guidon la trace en permanence. Parce que sinon, moi, ce qui s'est passé en Irlande, à un moment donné, j'ai mon GPS qui est tombé en panne et donc j'avais plus que la trace sur mon téléphone. Si j'ai pas de panneau indicateur, j'arrive à chaque virage, je suis obligé de prendre mon smartphone, j'ouvre mon smartphone, je dis où est-ce qu'il faut que j'aille.
Et puis alors chaque carrefour, ça devient insupportable, quoi. Donc en fait, il faut avoir sur le guidon la trace en permanence. Sauf que si vous faites ça avec un portable, le portable allumé toute la journée, maximum une journée peut-être, hein, si vous avez de la chance, mais après c'est fini. Hein. Donc après se pose le problème du rechargement aussi, hein, derrière. Vous prenez un GPS de montagne équipé de piles, vous pouvez, alors vous le réglez vraiment sans enregistrer votre trace, etc. Ça tient 3 jours. Donc pendant 3 jours, vous avez la garantie d'avoir votre trace au guidon et puis de pouvoir la suivre. Donc voilà, c'est aussi des points sur lesquels il faut réfléchir. Et les applications, alors ça c'est fondamental. Je crois que c'est un des points clés dans ce genre de voyage, c'est qu'aujourd'hui il faut une certaine dextérité pour manipuler toutes ces applications parce que vous en avez absolument besoin. Moi j'ai une application qui me donne à la fois les hébergements mais également l'alimentation, etc. Pour vous donner un exemple, dans le parcours que j'ai suivi en Finlande, à un moment donné, entre 2 alimentations, j'avais 120 km. Donc vous n'avez pas intérêt à louper l'épicerie. Hein. Parce que sinon, ça devient compliqué, quoi. Donc voilà. Donc il faut regarder, est-ce que j'ai des épiceries, est-ce que j'ai tout ça, les applications sont faites pour ça et c'est génial, quoi. C'est vraiment, enfin, par rapport aux voyageurs d'antan, on est quand même vachement aidés. Hein. C'est clair, quoi. Voilà. Gestion de l'énergie. Donc ça aussi il faut y penser parce que bon on a toujours, alors là l'énergie, qu'est-ce que vous avez? Vous avez votre téléphone, vous avez votre GPS, mais vous avez aussi une lampe de poche en général, vous avez tout ça c'est sur des ports GPS, sur des ports USB pardon. Donc comment vous faites? Alors là quand je suis parti en Norvège, j'ai pris un panneau solaire et en fait j'ai voyagé beaucoup avec des Allemands, il y a beaucoup d'Allemands qui étaient là et c'était pareil, ils avaient adopté à peu près le même système, ils avaient un panneau solaire, donc on met le panneau solaire sur les sacoches et puis on peut charger. Mais finalement je l'ai très peu utilisé parce que quand on va dans un camping, le soir on charge des batteries et puis on a suffisamment les power banks là, les batteries là et ça marche très bien. J'avais imaginé au départ, parce que j'avais monté sur le vélo un moyeu dynamo, c'est-à-dire que c'est sur l'axe de la roue avant, vous avez un moyeu qui produit l'électricité, donc ça produit l'électricité pour l'éclairage. Et en plus, j'avais un port USB pour pouvoir charger quelque chose. Mais j'ai essayé, ça ne charge pas suffisamment. Alors si, ça charge, mais lorsque vous dépassez 20 km/h. Mais quand vous avez un vélo à 50 kg, le 20 km/h, c'est que vous êtes en descente avec le vent derrière. Hein. Voilà. Donc la moyenne, c'est plutôt entre 15 et 20, quoi, à peu près. C'est maximum 20, mais bon, après... Donc si ça charge à partir de 20, c'est pas très intéressant, quoi. Forfait téléphonie, alors ça aussi c'est absolument génial, c'est un truc que j'ai découvert, j'ai découvert ça sur mon voyage au Cap Nord. Alors je m'étais dit, pas de problème, je prends un forfait téléphonique international, ouais, vous savez le truc, ouais. Sauf que il y a une réglementation européenne, alors, je pense qu'il n'y a pas un qui connaît ça, c'est que en fait, quand vous prenez un abonnement international, si pendant 4 mois, alors les 4 mois c'est... apprécié de manière glissante chaque fois. Si pendant 4 mois, vous avez passé plus de la moitié à l'étranger, c'est-à-dire au-delà de 2 mois, et que vous avez communiqué plus de l'étranger que vous n'aviez communiqué de France, et c'est facile d'arriver à cette situation parce que, par définition, quand vous êtes à l'étranger, vous communiquez davantage que quand vous êtes en France. Et donc, quand c'est comme ça, eh bien, on vous applique des frais supplémentaires. Donc, au bout d'un moment, vous avez pris votre forfait international et vous dites ah ben non. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Tromsø en train de faire le tour des boutiques d'opérateurs téléphoniques pour me trouver une carte norvégienne. Donc, j'ai acheté une carte SIM norvégienne et avec des tarifs qui étaient abordables. Voilà. Donc, vous voyez, ça, si vous n'êtes pas confronté au problème, vous ne le savez pas. Hein. Donc, c'est un peu compliqué. Moyen de paiement, choix de la carte bancaire. Ouais, alors là, à part l'Allemagne où on aime bien les billets et les pièces, en Allemagne, dès que vous êtes dans un restaurant, on vous dit non, la carte bancaire, on prend pas. Ils prennent que du liquide là-bas. Hein, donc, je sais pas pourquoi c'est fait. Faudrait poser la question fiscalement peut-être. Je ne sais pas. Mais bon, toujours que quand vous arrivez en Allemagne, il faut avoir de la monnaie sonnante et trébuchante dans la poche. Ailleurs, non. Ailleurs, moi, c'est bien simple parce que quand vous faites les voyages, donc en Danemark, Suède,
Et Norvège, c'est la couronne, hein, donc on n'est plus en euros. Ça fait drôle d'ailleurs de ne plus passer en euros. Et donc là, c'est toujours la carte. J'ai jamais retiré une couronne, ni en Suède, ni en Norvège. Le plus petit village, vous donnez la carte bancaire. Alors par contre, carte bancaire aussi, c'est pareil. Hein. Ce qui est bien, c'est avoir 2 comptes avec 2 cartes. Hein. Parce que le jour où il y en a des cartes qui ne marchent plus, vous êtes embêté, quoi. C'est aussi ce genre de choses auxquelles il faut penser, c'est des détails. Hein. Après, l'assurance assistance rapatriement, c'est pareil. Bon, quand vous partez comme ça, bon, vous n'êtes pas à l'abri de vous faire renverser en Finlande ou je ne sais pas trop où, donc il faut quand même prévoir ça. Et souvent, les gens disent « Oh, mais j'ai une carte bancaire, c'est bon, il y a une assistance avec la carte bancaire. » Ouais, mais si vous lisez un peu, vous apercevez que c'est pour des voyages de 3 mois maximum. Et quand vous dépassez 3 mois, vous n'êtes plus couvert, c'est dommage. Donc bon, il vaut mieux le savoir. Alors c'est marrant, j'ai découvert ça aussi, que dans la législation, en fait, on distinguait vraiment le voyage jusqu'à 3 mois et au-delà de 3 mois. Donc c'est pas les mêmes règles donc, qui s'appliquent, je sais pas pourquoi. Et autre point important quand même, c'est les points liés à la santé, parce que ça arrive. Donc carte sociale européenne et tiers payant, vous pouvez vous asseoir dessus, ça sert à rien. Hein, quand vous partez en Europe, on vous dit non mais demandez votre carte européenne de sécurité sociale. Non mais quand vous arrivez, vous faites soigner dans ces pays-là, on vous dit non, vous payez, vous vous débrouillez chez vous. Hein. C'est clair. Et après, il y a un problème, c'est l'approvisionnement en médicaments. Quand vous avez des traitements, vous arrivez en France, on vous donne le traitement pour 1 mois. Donc vous faites comment quand vous partez pour 6 mois? Donc globalement vous avez 2 possibilités. La solution légale mais incertaine et longue, c'est demander à votre médecin qu'il vous fasse une ordonnance pour 6 mois avec une autorisation particulière. Mais après il faut demander l'autorisation à la CPAM, enfin bon c'est une galère pas possible. Soit vous connaissez bien votre pharmacien qui vous délivre la dose pour 6 mois et qui tous les mois passe ça sur son ordinateur et comme ça ni vu ni connu. Voilà. Bon. Et mine de rien c'est un handicap pour les gens qui ont besoin de se soigner ça. Voilà. Donc, alors il y en a qui se font envoyer des médicaments, des choses comme ça, mais bon, c'est pas facile. Quoi. Vous voyez qu'il y a des choses hein, quand même auxquelles il faut penser. Alors durant le voyage, là je vais être plus rapide. Suis la trace GPS. Ah oui, alors c'est bien d'avoir une trace GPS sur un portable ou sur un GPS, mais encore faut-il avoir un fond de carte. Et le problème c'est qu'il y en a certaines personnes qui se disent « Ah ben moi j'ai Google ». Ben oui, mais Google, il télécharge les cartes au fur et à mesure que vous avancez. Donc si vous êtes en zone blanche, vous n'avez plus rien. Donc il faut prendre, là aussi, il faut réfléchir, il faut une application avec le téléchargement des cartes sur votre portable. De manière à ce que même en zone blanche, même sans communication, vous puissiez continuer à naviguer avec. Hébergement. Alors, hébergement, ça chacun s'organise comme il veut. Personnellement, j'aime bien la liberté. C'est-à-dire que, en fait, quand il y a des gens qui voyagent, qui sont très organisés. Les Allemands sont très organisés, ils ont un tas de fiches, ils savent que tel jour, à telle heure, ils sont à tel endroit, qu'ils ont déjà réservé et tout. Moi, je suis le latin du circuit, là. Je pars le matin, je ne sais jamais où je dors le soir. Alors, comment je fais? Eh bien... en général, je m'arrête vers 3-4 heures de l'après-midi. Alors, ça dépend des pays. Mais par exemple, en France, où on trouve des campings à peu près partout, je pédale jusqu'à 16 heures. Puis à 16 heures, je prends mon portable, je tape Google, camping autour de moi, et hop, je trouve un camping à 20-30 km. Et donc, je m'arrête là. C'est facile, ça pose pas de problème. Encore faut-il que le camping soit ouvert. Des fois, il faut vérifier. Quand la densité de camping est inférieure, je fais la même chose, mais je m'y prends plus tôt. Parce que des fois, c'est pas 20 ou 30 km qu'il va falloir faire, c'est 60, donc c'est un peu plus long. Voilà. Et puis après, je ne vous cacherai pas qu'il y a eu des soirées de galère où effectivement, je me rappelle d'un jour en Norvège où je suis parti le matin et j'avais un fjord à traverser. J'étais à l'heure pour le ferry, je prends le ferry, puis juste à l'arrivée, j'avais un col à passer et il y avait un camping derrière. Bon, j'arrive au camping, il était 15 heures. Je me dis, je ne vais pas m'embêter toute l'après-midi au camping à 15 heures. Donc je regarde mon téléphone rapidement. Je dis, oh là, il y a un autre camping. Il me semble être à 20 km. Bon, je reprends le vélo. Entre-temps, le temps change. Donc je prends des seaux d'eau. J'avais l'impression d'avoir un pommeau de douche dessus, là. Le vent. Je commence à nouer contact avec les tunnels norvégiens. Le tunnel norvégien, c'est entre 3 et 6 km. Alors quand vous rentrez en vélo dedans, c'est particulier quand même.
il fait un froid de canard. Il y a pas, en général, alors il y a des tunnels qui sont interdits carrément au vélo, mais il y en a qui sont autorisés, mais il y a rien pour les vélos, quoi. Donc vous êtes là, vous êtes au ras du truc, il y a des voitures en face, il fait un froid, le vent passe, c'est humide et tout, c'est une horreur. Donc je commence à faire connaissance avec les tunnels, etc. Et puis finalement, j'arrive au camping que j'avais convoité, sauf que je m'étais complètement trompé. Donc le premier camping, j'avais déjà fait 90 km, je suis arrivé au deuxième camping à 8h le soir, au bout de 140 km, il pleuvait à seau et le camping était fermé. Et là, vous dites aïe 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 aïe. Alors ben là, c'est là qu'il faut faire, il faut jouer sur le mental. Je reprends mon téléphone, je me dis, bon, allez, je regarde le prochain camping, bon, je regarde un peu plus près, 20 km. Ouais, je dis, bon, ben, je pars, tant pis, on verra bien. Hein. De toute façon, je t'ai trempé. Je dis, bon, au moins, quand je pédale, j'ai pas froid. Je suis parti. Et puis, c'était marrant, c'était un dimanche en Norvège. Et le dimanche en Norvège, tout est fermé. Et là, je vois, en fait, je suis tombé sur un restaurant thaï ouvert dans un petit village de Norvège. Vraiment le miracle. Et la personne avait un numéro au téléphone et une demi-heure après, j'avais un superbe appartement en pilotis sur le fjord. Et donc, comme quoi, des fois, les situations les pires. Voilà, donc bon, l'hébergement, il n'y a pas de solution, sauf que Airbnb, ça marche pas, hein, parce que Airbnb, quand vous faites une demande, la personne a 24 heures pour répondre. Donc si vous demandez, vous êtes arrivé en fin de soirée, vous demandez un logement, eh ben, la personne peut vous répondre que le lendemain, ça vous fait une belle jambe parce que vous n'êtes déjà plus là. Donc booking.com, enfin bon, il faut se débrouiller. Ravitaillement, principe pas de problème, la seule chose c'est qu'en fonction des pays, les heures de fermeture sont différentes, les jours de fermeture sont différents. Bon, après il peut y avoir quelques problèmes, style donc en Finlande, parce que la densité d'épicerie n'est pas toujours importante. Contact avec les proches et partage du voyage. Bon, contact avec les proches, bon, c'est toujours pareil, là aussi, bon, utiliser au maximum tous les Wi-Fi dans les campings et tout pour économiser les communications et les consommations de data. Et partage du voyage, bon, c'est les problèmes de est-ce que vous avez envie de partager avec des gens, donc faire un petit blog. Et il y a une application qui est très bien, qui s'appelle Polar Step, qui est facile à manier, qui permet de partager le voyage avec des gens, parce que souvent les gens vous le demandent. Voilà. Entretien du vélo. Ben là, il faut se former un peu la mécanique, et puis après, il faut un petit peu réfléchir, parce que qu'est-ce que je prends, par exemple, au niveau des freins. Au niveau des freins, moi, j'avais choisi des patins, parce que, vous voyez, alors, j'en ai changé 5 ou 6 fois de jeu dans mes voyages, parce que avec 50 kg et des patins, je vous dis pas, chaque fois que vous prenez un col, le patin, il diminue de 2 cm ou de plus. Mais après, quand vous êtes en Finlande, par exemple, essayez de trouver des plaquettes de frein. Déjà, vous n'arrivez pas à trouver des pignons ni quoi que ce soit, donc il faut prévoir tout ça, quoi. Il y a des endroits, donc il faut partir avec le minimum de matériel et puis se former quand même un peu. Voilà. Oui, pardon. Les pneus. Alors, les pneus, je vais vous étonner, les mêmes depuis le début jusqu'à la fin. Jamais une crevaison. Mais il y a des pneus de randonnée qui s'appellent les Cheval Marathon Plus, et c'est incroyable. Vous faites 10 000 km avec, même sur piste et tout, c'est génial. Voilà. Et j'avais mis du produit anti-crevaison dedans en plus. Voilà. Non, j'ai jamais eu un problème avec ça. Voilà. Je propose un petit diaporama sur la Scandinavie. Bon, c'est des paysages que j'ai trouvés. Alors, bon, le problème c'est que je vois que l'heure tourne. J'ai prévu d'abord de faire la Norvège parce que c'est vraiment le pays le plus beau. Je trouve que la Norvège, quand vous traversez la Norvège, il y a 95% du pays qui est beau, quoi. Donc voilà. Donc je vous propose de regarder ça un petit peu. Attendez, là je me suis trompé. Un diaporama. Donc je me suis trompé, je vais y arriver. J'ai pas appuyé sur la bonne touche là. Voilà. Paysage scandinave. Donc voilà, Norvège. Donc Norvège, hein, c'est pour vous donner quand même, parce que l'ordre de grandeur, c'est 5,5 millions d'habitants. Donc il y a de la place quand même. Voilà. Donc voilà, bon, ça c'est une ferme que j'avais prise avant d'arriver à Oslo. Alors le problème, c'est que 4 mois et demi de voyage, j'ai plein de photos, quoi. Et puis vous en proposez quelques-unes, il a fallu que je trie, hein, donc j'ai essayé de trier les plus belles et les plus représentatives. Voilà, c'est pas après, voilà.
Bon, ça c'est bon. Là, je peux pas faire autre chose que de présenter un peu Oslo. Ça, c'est la mairie d'Oslo. C'est là qu'on remet le prix Nobel de la paix. C'est là où Trump n'a pas été invité. Il doit le regretter. Ça, c'est le Parlement d'Oslo. Voilà. Bon, je passe un peu rapidement sur les. Bon, ça, c'est le palais royal d'Oslo. Hein, il y a même la même relève de la garde qu'à Buckingham Palace, hein, donc c'est le même style. Ça, c'est plus intéressant. Ça s'appelle le parc Vigeland. Vigeland, c'est un sculpteur norvégien qui a vécu entre le 19e et le 20e siècle. Et dans ce parc, il y a 212 statues dédiées au corps humain. Donc c'est soit en pierre, soit en bronze, soit en fer. Et c'est magnifique ce parc, il est vraiment magnifique. Alors les statues sont magnifiques. Et ce qui est magnifique aussi, c'est les grilles en fer forgé. Et personne, c'est fou parce que dans ce parc, tout le monde est sur les statues. Les grilles en fer forgé sont ouvertes. Personne ne regarde les grilles. Et en fait, elles sont absolument magnifiques. C'est un travail pas possible. Ça c'est à peu près Oslo, hein, c'est une ville très moderne, il y a très peu de choses anciennes, à part ça, à part cette forteresse là, à Akershus là, qui était au départ une prison et qui ensuite a été transformée en château Renaissance en fait. Voilà. Ça c'est l'opéra d'Oslo, super bâtiment, hein, vraiment. C'est une super réussite. Vous voyez, on peut monter sur tous les pans là. C'est vraiment une œuvre d'art ce truc-là, je trouve. Voilà, alors voilà. Là, on commence au-dessus de Lillehammer. Pour vous donner, là, on est le 29 mai. Les lacs sont gelés. Et voilà ce qui m'arrive. Là, j'avais à ce moment-là, j'hésitais entre deux itinéraires. Un itinéraire plutôt par là-haut, là c'est 1000 mètres à peu près. Et puis un itinéraire, parce que je me doutais que des fois en montagne, ça n'allait pas forcément être évident, et donc j'avais un itinéraire par le bas. Donc comme l'itinéraire par le haut avait plutôt ma préférence, je me suis engagé là-dedans. Et puis à un moment donné, je rencontre un autochtone. Bon, je voyais que je passais pas, quoi, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de neige. Et je demande à un autochtone, il me dit « Ah oui, mais non, il faut que vous redescendiez dans la vallée. Mais plutôt que de redescendre par là où vous êtes monté, prenez la route là à gauche, vous allez voir, vous allez arriver à une station de ski, vous allez rejoindre la vallée, mais un peu plus loin. Donc ça va vous avancer un peu. » Je dis « Bon, ok, je pars. » Et en fait, je me suis retrouvé là-dedans. Et j'ai poussé mon vélo parce que bon là ça enfonce beaucoup, avec 50 kilos je passais plus, et donc j'ai poussé mon vélo comme ça pendant 3 ou 4 km les pieds dans la neige jusqu'à arriver à la station de ski, et là j'ai réussi à redescendre sur la vallée. Voilà, c'était voilà, ça c'est ce que vous voyez en Norvège. Voilà, ça c'est des églises, celle-ci elle est du 11e siècle, celle-là. Et celle-là, elle est aussi du XIe siècle, elle a été revue un petit peu au XVIIe. Celle-ci est plus récente par contre. Mais c'est vraiment des chefs-d'œuvre, ces églises en bois là. Et tout est en bois, y compris la toiture. Hein. La toiture, tout est en bois. C'est vraiment magnifique. Vous trouvez ça justement, mais ça c'est du côté de Lillehammer. Hein, voilà, donc après c'est des paysages là. Là je suis toujours pareil, hein, du côté de Lillehammer, je suis entre Oslo et Trondheim en fait. Hein. Je sais pas. Voilà. Alors là, voilà, c'est à un moment donné, il y avait une route, on n'avait pas le droit de la prendre en vélo, donc il a fallu que je passe par la montagne. Et puis ce jour-là, je ne savais pas parce que c'était 2 jours après mon premier échec là, à pousser mon vélo dans la neige. Je me suis dit est-ce que je passe, est-ce que je passe pas. Et puis finalement, j'étais dans un village. Et pour avoir de l'information exacte, le mieux c'est quand même le café du commerce. Donc j'avais été au café du commerce et puis j'avais demandé de savoir si je pouvais passer le col ou pas. Et au bout d'une longue délibération, on m'a dit ben ouais, vous pouvez passer le col puisqu'il est ouvert aux voitures le lendemain. Sauf que comme c'était en phase de dégel, pour traiter les pistes ici, ils amènent des bennes de sable et ils versent ça sur la piste, et le sable est censé être damé par les voitures qui vont passer. Sauf que moi, il n'y avait pas encore les voitures qui étaient passées. Donc là, ça m'a pris un temps infini. Il faisait 3 degrés. C'était après le paysage magnifique, hein, mais bon, c'était un peu exigeant, quoi. Voilà, c'était même endroit, vous voyez. On voit qu'il fait pas chaud quand même. Hein.
Voilà, ça c'était un peu plus bas, donc la veille j'étais sur ces sommets enneigés, là c'était un peu plus bas, c'était sur un plateau, et donc lentement je m'acheminais vers la vallée qui allait me ramener sur l'Atlantique Nord. Voilà. Donc vous voyez, les paysages sont super, quoi. C'est pas... Ouais, super maison. Bon, ici j'avais mis les... Alors si certains d'entre vous veulent le diaporama pour retrouver des endroits, etc., je pourrais vous en faire une copie si vous voulez, hein. Ce sera pas un problème. Là voilà, donc là c'est Trondheim. Trondheim, donc c'est la ville qui a au niveau de l'Atlantique Nord, là que je vous ai montré tout à l'heure. Trondheim, qui s'appelait autrefois Nidaros, en fait, hein, ça s'appelait Nidaros. Donc c'est une ville qui est sur la Nidelva, c'est le nom de la rivière, et c'est vraiment magnifique, elle est très très belle. Alors cette ville-là, Trondheim, il y a 217 000 habitants, et c'est la 3e ville de Norvège. C'est-à-dire qu'il y a Oslo, après il y a Bergen, et après il y a Trondheim. Donc vous voyez, 217 000 la 3e ville, c'est pas très gros. Donc voilà, donc là c'est toujours pareil, long de la Nidelva, tout ça c'est Trondheim. C'est coloré, hein, c'est sympa, c'est chouette. Et à Trondheim, donc vous voyez l'Eurovélo 3 va de Saint-Jacques-de-Compostelle à Trondheim parce qu'en fait ça suit les lieux de pèlerinage. Et ça c'est un lieu de pèlerinage, Trondheim, parce que c'est la cathédrale là a été construite sur le site où le roi Olaf II est mort et le roi Olaf II a été canonisé ensuite. Donc voilà, donc c'est de la cathédrale et c'est vraiment une super cathédrale. Alors je vous ai mis l'intérieur parce que l'extérieur je trouvais moins joli. Il y a des orgues absolument magnifiques et il y a d'autres orgues encore qui sont différentes. C'est très très joli. Voilà, ça c'est le truc de Trondheim. Sympa. Donc voilà, après Trondheim, je me repose 2 jours et je repars. Donc là, je remonte tous les fjords de l'Atlantique Nord jusqu'à Bodø. Et là, il y a des vues magnifiques. Hein, voilà, là, c'est un fjord. Donc à un moment, on ne sait plus si il y a des endroits, il y a des lacs, il y a des fjords. On ne sait plus de quoi il s'agit, quoi. Est-ce que c'est de l'eau douce, est-ce que c'est de l'eau salée? On n'en sait plus, on ne sait rien des fois. C'est vraiment joli, quoi. Et puis alors, la Norvège, plus on monte, plus c'est joli, quoi. Voilà, bien sûr. Là, vous imaginez en vélo, là, c'est pas mal quand même. Voilà, super paysage. Donc tout ça, c'est les fjords de l'Atlantique Nord jusqu'à. Donc vous voyez, il y a encore pas mal de neige. Hein, là, on est au mois de juin là déjà. Donc, c'est pas mal de neige. Voilà. Là, c'était juste en face d'un camping. C'était au bord du camping. Voilà. C'était pas mal. Hein. Il y a pire, hein, comme vue. Hein. Alors ça, c'est le fameux jour où j'ai trouvé mon appartement très tard le soir, trempé et tout. Alors, en plus, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces appartements, c'était loué à des pêcheurs. Et donc, ils avaient des salles de traitement de poissons. Et ils avaient une grande armoire pour faire sécher les vêtements des pêcheurs. Et donc, j'ai mis tous mes vêtements dedans et tout était sec au bout d'une demi-heure. J'ai réglé la température. Le rêve, quoi. Comme quoi, on s'attache des fois à des choses toutes simples. Hein. Voilà, ça c'est c'est près de Bodø, là j'ai déjà passé le cercle polaire là, on est pas. Bodø c'est au-dessus du cercle polaire déjà. Alors là voilà, là on arrive dans les Lofoten. Alors les Lofoten c'est vraiment le paradis en Norvège, hein. C'est magnifique. Donc ça c'est là en fait c'est juste à l'arrivée du ferry, quand vous prenez le ferry de Bodø au Lofoten, c'est juste à l'arrivée, vous avez ça. Et alors la diapo suivante en fait c'est la carte postale des Lofoten, quoi. Ce village s'appelle Rennes. C'est d'une beauté incroyable, quoi. C'est vraiment... Et vous voyez, la suivante, c'est pareil. C'est pas vilain quand même, c'est pareil. C'est magnifique. Voilà. C'est l'alchimie entre la montagne. Et alors en plus, dans les photos, parce que toutes ces photos, en fait, je ne me suis pas chargé, j'ai pris ça avec mon téléphone portable, hein, c'est tout. Et par contre, il y a des choses que j'ai pas réussi à rendre avec ce téléphone portable, parce qu'il m'aurait fallu un appareil plus compliqué. C'est en fait, comme il y a une succession d'îles, il y a une succession de crêtes comme ça. Il y a un camailleux de gris qui va du gris foncé au gris clair, et c'est vraiment magnifique en fait ça. Et bon, là, j'ai pas. Voilà. Ah, Lofoten, c'est impressionnant. Regardez, on dirait, hein, ça fait caribéen. C'est un peu plus frais,
Mais c'est les vraies couleurs, hein. C'est-à-dire qu'effectivement il y a beaucoup de sable blanc et donc sur cette eau ça fait un paysage tout à fait caribéen. Voilà, tout ça c'est Lofoten. Et alors paradoxalement, les Lofoten c'est l'endroit où ça monte le moins en vélo. Parce que le long des crêtes, il y a une place suffisante pour faire passer une route, et donc c'est relativement plat, alors que le reste l'est pas. En général, quand vous avez des tunnels en Norvège, alors soit vous avez le droit de passer dans le tunnel, soit quand vous n'avez pas le droit, vous voyez une toute petite route qui part à droite ou à gauche, et donc vous savez que vous allez vous taper un col. Donc voilà, là c'est Lofoten aussi, pareil. Lofoten. Toujours les Lofoten. Ça là, on a quitté les Lofoten, on est sur les Vesteralen qui sont juste les îles au-dessus. Mais bon, c'est un petit peu moins joli que Lofoten, mais il y a quand même des très très jolis coins. Voilà, et là donc j'ai quitté, là je suis sur l'île de Senja, c'est-à-dire que je suis revenu un peu vers le continent, vers la droite. Et là c'était, donc c'est un fjord Nordfjorden. Et là, je venais de faire carrément un col. Je suis arrivé, le lac était complètement glacé et je redescendais sur la vallée. C'était c'est toujours très riche en couleurs. Hein. Ouais. Et là, en plus, je commençais à voir les premiers caribous, parce que les caribous, c'est pas une légende, hein, il y en a partout. Hein. Vous allez dans les villes du Nord, dans les jardins publics, vous avez le caribou qui est en train de brouter le jardin public. C'est assez marrant. Mais bon, le caribou, c'est pas très joli, en fait, ça fait comme un mouton, avec des cornes, c'est à peu près la taille du mouton, hein, pas plus. Donc là, c'est les parties où vraiment c'est le Nord, vraiment le Nord. Ah, ça c'est la photo que j'avais mis, voilà. Me voilà avec mon barda, donc vous voyez, hein, j'ai 2 sacoches à l'avant, 2 sacoches à l'arrière et j'ai un sac en travers derrière. Voilà, c'était magnifique ça aussi. Hein. Ça c'est après Alta. Alta c'est vraiment sur le haut, juste avant d'arriver au Lofoten. Voilà, ça aussi c'est. Là je me sentais un peu seul là. Sur mon petit vélo. C'était assez marrant. Voilà. Pareil. Alors, le Cap Nord, ce qu'il faut savoir, c'est que le Cap Nord, c'est sur une île en fait. Et donc, le problème quand on est dans un vélo, c'est que le tunnel, il y a un tunnel qui passe sous le bras de mer, et c'est un tunnel qui fait 6 km avec 200 mètres de dénivelé ascendant et descendant. Donc, tout ça dans les gaz d'échappement, etc., ça ne m'a pas motivé. Donc en fait, plutôt que d'aller chercher ce tunnel, je suis parti à un moment donné vers l'ouest et j'ai pris l'express côtier qui fait toutes les côtes de Norvège qui répond au doux nom d'Hurtigruten. Et donc j'ai pris ça, ce qui m'a permis de rejoindre l'île du Cap Nord sans passer ce tunnel-là. Voilà, Voilà, c'est toujours justement là, j'ai pris l'Hurtigruten à une ville qui s'appelle Hammerfest. Et donc là, c'est en allant sur Hammerfest. L'Hurtigruten, et c'était je crois, je partais à 5h du matin, donc le réveil dans la tente a été un peu tôt quand même. Mais bon. Alors voilà, là, on est sur l'île de Magueroy. Magueroy, c'est l'île du Cap Nord en fait. Voilà. C'est l'île du Cap Nord. Alors là aussi, c'est le concept. Il y avait un vent à décorner les bœufs. En fait, le nouveau concept, c'est quand vous êtes en descente avec le vélo, vous êtes obligé de pédaler, sinon vous ne descendez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, tellement ça souffle, quoi. Et je crois que j'ai mis l'après-midi pour faire 33 km, quoi. C'était épouvantable. Mais j'ai eu la chance parce que regardez, le ciel était bleu. Il y a peu de gens qui arrivent au Cap Nord avec un ciel bleu. Moi, j'ai eu la chance. Les dieux étaient avec moi, sans doute, je ne sais pas. Voilà le Cap Nord, c'est ça, le Cap Nord. Et Cap Nord, là, vous avez... alors là, vous voyez, c'est le globe sous lequel tout le monde se fait prendre en photo. Là. Donc là, il y a toujours... quand vous regardez Cap Nord là, sur Internet, vous voyez toujours des gens comme ça, le vélo. Donc voilà, c'est là-dessous. Et là, donc, vous avez 300 mètres de falaise. Et donc de ce côté-là, vous avez la mer de Norvège, et de l'autre côté, vous avez la mer de Barents, où il y a les sous-marins de Mourmansk et compagnie. Hein. On n'est pas loin là, on n'est pas loin de là. Voilà. Je ne sais pas quelle heure il est. J'ai un peu de temps encore ou pas? J'ai combien? Un petit peu? Bon. Combien? 10 minutes? D'accord. Donc Finlande,
Voilà. Alors en Finlande, je vous ai mis juste quelques diapos parce que, comme je vous ai expliqué, il n'y a pas grand-chose à voir en Finlande. Donc simplement pour vous faire sentir un peu le truc. Là. Voilà. Alors ça, voilà, c'est quand vous rentrez en Finlande par la Norvège. Alors c'est vert et bleu avec l'eau, ou gris plutôt. Alors le problème là-bas, c'est que quand je descendais la Norvège, à un moment donné, je m'arrête dans un camping et je vois un Français qui arrive, il avait la tête toute boursouflée et tout. Il me dit, tu vas où? J'y vais en Finlande. Il me dit, fais gaffe, hein, parce que tu as vu les moustiques, comment ça fait? Il avait la tête. Et alors, bon, et d'ailleurs, le premier camping en Finlande vend des chapeaux avec des moustiquaires, quoi. Mais c'est impressionnant. En Finlande... Mais donc moi j'avais prévu une moustiquaire de tête parce que ça aussi j'y avais pensé. Mais c'est terrible parce que des fois si vous voulez vous arrêter dans la nature pour faire un besoin naturel, si vous baissez le pantalon, vous le remontez de suite parce que vous avez pris 300 piqûres et vous regardez le nombre de kilomètres qui vous séparent du prochain camping, vous dites bon je devrais pouvoir tenir. Mais c'est à ce point, je vous assure, c'est impressionnant. Et je ne comprends pas, les Finlandais, on les voit torse nu. Alors, je ne sais pas s'ils sont immunisés ou quelque chose comme ça, mais bon, c'est absolument incroyable ça. Donc voilà, ça c'est toujours la Finlande. Donc je vous ai dit, un lac-forêt, forêt-lac, voilà. Hein. Voilà. C'est comme ça tout le temps, quoi. Là, je suis à 100 km de la Russie. Alors, c'est pas très très près. Hein. Voilà. Bon, ça c'est un petit village. Bon, voilà ce type de construction que vous avez hein, sur. Toujours pareil, lac-forêt. Et voilà, alors ça, en Finlande, c'est Helsinki. Helsinki, c'est une jolie ville. Alors Helsinki, c'est marrant parce qu'en fait, on voit à travers l'architecture l'histoire de la Finlande. Puisque la Finlande appartenait avant la Suède. Et puis, au début du 19e siècle, je crois que c'est 1807 ou quelque chose comme ça, ça a été, la Russie a mis la main mise sur la Finlande pendant un siècle. Et la Finlande a profité de la révolution russe, c'était le bazar en Russie, donc pour acquérir l'indépendance. Donc l'indépendance de la Finlande, c'est 1917. Mais si je raconte ça, c'est que c'est intéressant parce que au niveau architectural et à beaucoup de niveaux en fait, vous sentez l'influence suédoise et vous sentez l'influence russe. Là, vous voyez, vous avez une cathédrale, ça c'est la cathédrale luthérienne. Et puis, juste à côté, vous avez la cathédrale orthodoxe. Donc, et c'est très proche. Hein. Ensuite, vous avez des bâtiments au niveau architectural, ça c'est tout à fait suédois. Vous pourriez avoir ce même immeuble à Stockholm, c'est pareil. Et puis, à côté de ça, là, c'est le palais présidentiel d'Helsinki. Voilà, à côté de ça, vous avez des bâtiments comme ça, qui sont plutôt du style russe, hein, en briques, voilà, un peu carrés, etc. Bon, et je vous ai mis aussi ça, là, Audi, la bibliothèque, c'est vraiment un bâtiment super, c'est à la forme d'un bateau, et c'est vraiment très très joli. La partie haute est en verre, et puis elle est tachetée avec une densité de points blancs de plus en plus importante pour imiter le brouillard, et c'est vrai que quand on voit ça de loin, c'est vraiment magnifique cette bibliothèque. Hôtel de ville alors ça c'est l'hôtel de ville, la place du marché, donc sur Helsinki. Bon, ça en fait c'est un restaurant qui est sur une île. Il y a plein de petites îles hein, par là. Le Parlement, donc là aussi, hein, ça fait assez russe hein, en fait comme architecture, hein, tout carré. Voilà, donc voilà sur la Finlande. Je vous fais rapidement le Danemark. Le Danemark, beaucoup moins de choses à voir. Le Danemark, alors. Le Danemark, en centre, il n'y a rien à voir. Hein. C'est des prairies, des champs, des vaches, des bas. Alors, ce qui est intéressant, c'est plutôt les petites villes, les villes, et voilà. Et puis, bon, après Copenhague. Hein. Donc, je vous montre rapidement. Alors ça, oui, j'ai fait ça parce que ça, en fait, quand vous arrivez en bas, là, vous voyez un tas d'églises comme ça, avec tous ces renforts en ferraille là, pour renforcer le clocher. Là, le vent se veut souffler. Hein, et ça, c'est voyez, le type de panneau qu'on suit hein, quand on fait. Alors, vous avez pas ça dans tous les pays, mais ça, voilà, le 3, c'est l'Eurovélo 3. Et RV-Jeune, là, ça veut dire le chemin des bœufs. Alors, ouais, le chemin des bœufs, pourquoi? Parce qu'en fait, la piste cyclable passe par l'ancien chemin par lequel transitaient les marchandises portées sur des charrettes tirées par des bœufs à l'époque de la Hanse.
Voilà. Et donc voilà, j'ai suivi le chemin des bœufs. Voilà. Merci pour moi. Voilà. Ça c'est très particulier au Danemark, ça s'appelle les shelters. Et donc au Danemark, vous pouvez vous arrêter pratiquement partout. C'est des espèces de cabanes comme ça, ouvertes, mais elles sont très profondes, donc même s'il pleut, vous n'êtes pas mouillé. Et chaque fois, vous avez un lieu pour faire le feu. Souvent, vous avez une réserve de bois, vous avez un point d'eau et un WC chimique. Voilà. Et donc, mais il y en a des centaines et des centaines au Danemark. Il y a même des applications qui les recensent. Donc ça peut être pas mal pour voyager. Voilà, c'est pas... Voilà, bon, ça c'est des bâtiments du Danemark. Là, je suis près d'une ville là, de Viborg. Viborg, c'est une des villes les plus anciennes du Danemark. C'est vraiment une ville ancienne, vous voyez, par l'architecture. C'est pas... Voilà, Viborg. Là, c'est Aalborg. Aalborg qui est une ville plus importante. Alors, Viborg, c'est absolument au milieu du Danemark. Et Aalborg, ça commence à être un peu plus vers le nord. Voilà. C'est une ville de 215 000 habitants, ça. C'est pas... Donc vous voyez, on retrouve pas mal de rues comme ça qui sont pavées avec les murs qui sont pas spécialement droits parce qu'avec le temps le bois a joué, donc c'est joué, c'est toujours très coloré, hein. C'est pas très coloré. Alors, ce que j'aime bien dans les pays scandinaves à cause de ça. Voilà, ça c'est Copenhague, voilà. Alors Copenhague, l'ancien château royal, rue de Copenhague, place à Copenhague. Bon, je sais pas. Alors ça c'est comme Rennes et la carte postale et Lofoten, ça c'est la carte postale de Copenhague. Chaque fois que vous regardez un guide touristique sur Copenhague, vous avez toujours cette photo-là. Nivan, c'est le vieux port, hein, ça veut dire. Là, vous avez un certain nombre de voiliers avec des maisons très colorées, c'est joli. C'est sans doute l'endroit le plus joli effectivement de Copenhague. Ça, ouais. Ça c'est l'ancienne citadelle à Copenhague, ancienne citadelle. Avec le moulin de la citadelle, et ça c'est un ancien observatoire astronomique que vous trouvez au centre-ville de Copenhague. Voilà. Place de l'hôtel de ville, et donc ça c'est l'hôtel de ville. Alors vous voyez, la photo est coupée en haut. Alors le problème aussi, c'est quand vous voyagez, c'est que vous avez toujours un tas de bâtiments qui sont en réfection. Donc j'ai simplement caché les échafaudages, mais effectivement il y a une tour dessus. C'est toujours compliqué à prendre des photos. Voilà, c'est pas... Voilà, hôtel de ville de Copenhague. Donc l'hôtel de ville que je viens de vous montrer, il est à droite là, donc c'est la place. Les bâtiments sont jolis. Hein. Mais après, le plus beau, c'est quand même au niveau architecture, le plus beau, c'est quand même le Stockholm là. Bon, je vous le passe rapidement parce que je vois que l'heure tourne. Donc ça c'est Göteborg, hein, donc ça c'est la deuxième ville, hein, Göteborg, deuxième ville de Suède par l'importance. Hein, donc on va retrouver bien les bâtiments. Bon là je suis sur la côte sud-ouest. Voilà, un petit village de pêcheurs magnifique. Les bacs, hein, ils sont tous couleur orange en Suède. Alors voilà, là je reviens d'Helsinki, je suis dans les îles de Stockholm là, et donc sur le ferry, et donc il y a un bac. Ces îles, il y a plus de 30 000 îles dans l'archipel de Stockholm, et Stockholm est sur 14 de ces îles en fait. C'est que des îles là-bas. Voilà, c'est Stockholm, ça. Ça, c'est Gamlenstan, c'est l'endroit vraiment le plus joli de Stockholm, c'est l'ancienne ville. C'est là qu'il y a le palais royal, où a vécu notre chère Bernadotte, pas loin. Voilà. Ah, c'est très très joli Stockholm, c'est vraiment une belle ville. Voilà. Vue générale de Stockholm, voilà, tout ça. Et Stockholm est toujours au bord de l'eau, hein, c'est vraiment magnifique. Ça c'est la mairie. Alors là c'est pareil, je ne vous ai pas mis 36 photos, mais là il y a des arcades ici qui sont magnifiques, là. Ici sur les constructions en briques. Et voilà, je finis par ça, Palais Royal de Stockholm. Et j'ai fini. Ouais, merci. J'espère que ça vous a intéressé. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse
utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.